Bonjour et bienvenue à la série En Mouvement. En Mouvement est une série d'entrevues réalisées par l'Institut Malais qui vise à mettre en lumière l'évolution de la culture philanthropique québécoise en tentant de mieux comprendre les enjeux actuels et de promouvoir les solutions imaginées par les acteurs de la bienfaisance et de la philanthropie d'ici. Nous y recevrons différents invités, tous agissent pour la ou les causes de leur cœur. Ils viendront nous partager leur expertise, leurs constats, mais surtout les actions qu'ils mènent au quotidien. Je suis Caroline Richard, directrice générale de l'Institut Malais, et c'est moi qui aurai la chance de m'entretenir avec ces acteurs de changement engagés pour le bien commun et qui, j'en suis certaine, sauront vous inspirer dans vos propres engagements. Je vous souhaite une bonne écoute et de nombreux apprentissages. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de la série En Mouvement. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la question de la relève philanthropique, sous l'angle du don et sous l'angle de la relève professionnelle avec un leader de cette relève, William Plamondon, président du conseil d'administration des jeunes philanthropes du Québec. Sur plusieurs sujets, les jeunes générations remettent en cause les anciennes façons de penser et d'agir. La philanthropie n'y échappe pas. Et tous les acteurs du secteur philanthropique font face au même défi, mobiliser la relève. Alors, comment mobiliser l'engagement des jeunes? Comment solliciter leur générosité? Comment les attirer et les retenir dans nos organisations? William Plamondon, président des jeunes philanthropes du Québec, nous aidera à y voir plus clair. Bonjour, William. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Contente que tu aies accepté notre invitation pour parler de la relève. En quelques mots, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter l'organisation que tu représentes? Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est William Plamondon. Je suis un jeune entrepreneur et jeune philanthrope aussi. Donc, aujourd'hui, je représente les jeunes philanthropes du Québec. Et nous, notre mission avec les jeunes philanthropes du Québec, c'est vraiment de promouvoir la philanthropie, c'est de la démocratiser, de la rendre accessible pour les jeunes. Donc, ça passe beaucoup par l'organisation d'événements pour rassembler les jeunes dans des milieux qui sont intéressants, pour les mettre en contact ensemble, et par l'éducation. Donc, d'expliquer un peu c'est quoi la philanthropie, c'est qui, c'est pourquoi, c'est quoi l'impact de nos gestes, de nos donations, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, comment est-ce qu'on peut le faire aussi, c'est quoi les différentes structures. Bref, c'est vraiment, je dirais, la promotion et l'éducation là, de la relève pour la philanthropie. Très belle initiative. Alors, on pourra en parler davantage. Dans un premier temps, William, j'aimerais aborder la question de la relève sous l'angle du don, de la générosité et de l'engagement. Est-ce que tu pourrais m'expliquer qu'est-ce qui motive les jeunes, ta génération, à donner puis à s'engager en philanthropie? Oui, bien, je peux partager mon opinion. En fait, je crois que les jeunes aujourd'hui veulent sentir l'impact qu'ils vont avoir sur les organisations. Je pense qu'ils veulent avoir aussi un sentiment d'appartenance envers une communauté, envers un groupe. Donc, c'est pas de faire un don pour faire un don. C'est vraiment faire un don pour avoir un impact social concret. Il faut comprendre aussi que souvent, les jeunes, c'est des gens qui peut-être sont au début de leur carrière ou à la fin de leurs études ou entre les deux. Et c'est pas nécessairement des gens qui ont des ressources financières illimitées. Donc, on va beaucoup voir des dons en temps, du bénévolat, des gens qui vont pouvoir rejoindre un conseil d'administration, rejoindre un comité, être bénévole dans un événement ou quelque chose comme ça. Il y a plein de belles façons de le faire, mais je crois que les jeunes le font pour avoir un impact social, pour le sentiment d'appartenance, faire partie d'une communauté, créer des liens, créer des relations avec des personnes qui partagent leurs valeurs. Moi, c'est ce que j'observe là, de mon côté. Là. Selon toi, c'est quoi les causes qui intéressent davantage les jeunes? Est-ce qu'il y a des causes en particulier ou c'est diversifié? Bien, pour les causes, je crois que comme dans toutes les tranches d'âge, il y a des préférences personnelles qui peuvent être basées sur le vécu de la personne ou de ses proches. Par exemple, si quelqu'un vient d'une famille où est-ce qu'il y a une famille un petit peu plus pauvre financièrement, finalement, où il y avait recours à des banques alimentaires, par exemple, peut-être que cette personne-là pourrait avoir envie de davantage contribuer à un organisme de banque alimentaire. Ou quelqu'un qui a dans ses proches une victime d'une agression sexuelle, peut-être que cette personne-là aura davantage envie de venir en aide à un organisme qui va appuyer ces victimes-là. Donc, cela étant dit, au-delà des préférences personnelles, définitivement, je crois que l'environnement, ça va avoir un impact de plus en plus important. On commence à le ressentir, étant donné que c'est nous et les prochaines générations, nos enfants, les enfants de nos enfants qui vont subir les conséquences des changements climatiques. Donc, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il faut s'attarder à cette cause-là. Au-delà de ça,
je crois que le choix de la cause est important, mais je crois aussi que toutes les causes sont importantes. Il y a l'expérience philanthropique là, qu'il faut regarder aussi. Bref, voilà. Est-ce que tu crois qu'il y a l'aspect social aussi qui intéresse les jeunes à s'engager dans une cause, par exemple, si les gens de leur réseau sont déjà impliqués, si, par exemple, ils ont entendu parler dans leur famille d'une cause en particulier, est-ce que ça peut influencer leur engagement? Je crois que oui. Tu sais, comme je disais un petit peu plus tôt, les gens veulent un sentiment d'appartenance. Ils vont vouloir s'entourer de d'autres jeunes qui, comme eux, veulent faire une différence. Fait que souvent, on veut faire une différence dans la communauté. Puis je pense que les jeunes philanthropes, on est un bon exemple parce que les gens qui vont s'impliquer avec nous, ils vont pas aider une seule cause. Les jeunes philanthropes, nous, on va promouvoir la philanthropie envers toutes les causes. Fait que c'est justement une façon, je dirais, de ne pas mettre nos œufs tout dans le même panier, mais de vouloir avoir un impact un petit peu plus large, mais d'avoir un impact. Fait que les gens qu'on va rassembler, c'est des gens qui ont des valeurs d'entraide. C'est de faire le bien, finalement, la philanthropie. C'est d'aider quelqu'un, c'est de donner quelque chose ou de rendre un service ou de donner du temps. Et ça, on peut le faire peu importe la cause. Fait que je crois que c'est quelque chose qui est intéressant. Définitivement, il y a un aspect de relationnel là-dedans. On veut que les gens se rassemblent, effectivement. Vous avez parlé plus tôt un peu du don de temps. Comment on fait pour mobiliser, si on est une organisation, comment on fait pour toucher puis mobiliser les jeunes à venir s'engager auprès de notre organisation? Oui, c'est une excellente question. Je crois que tous les organismes doivent se la poser. J'ai pas la recette magique. Cela dit, si on se dit les vraies choses, c'est clair que les jeunes adorent les événements. Donc, nous, notre stratégie, c'est d'utiliser les événements comme un point de rassemblement. Attention, il faut que le prix des billets soit pas trop élevé si vous voulez des jeunes dans vos événements ou peut-être avoir un prix de billet qui est un petit peu moins élevé que les autres pour les jeunes en bas de tel âge. Bref, je donne des idées. Mais une fois qu'on a rassemblé les jeunes dans un événement qui peut être un peu festif, ça peut être inspirant comme événement, on peut partager l'impact de notre organisme rapidement, mais la philanthropie, c'est beaucoup plus qu'un événement festif avec la bonne musique et un verre. La philanthropie, c'est d'avoir un impact. Donc, une fois qu'on a réussi à rassembler ces gens-là, ces jeunes-là dans un événement, il faut tout de suite penser à la prochaine étape. Comment est-ce qu'on va démontrer notre impact? Comment est-ce qu'on va offrir des opportunités d'implication à ces jeunes-là? Puis comment on va leur donner envie de s'impliquer? Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, dans notre banquet annuel, on va toujours avoir un panel d'invités inspirants qui vont parler de philanthropie. On va vouloir aussi inciter les gens à soumettre leur candidature pour être bénévole ou sur un comité ou sur un conseil d'administration. Donc, c'est vraiment, je dirais, de mixer l'aspect réseautage que les jeunes adorent avec c'est quoi ton impact, comment tu peux t'impliquer, comment tu peux faire une différence, puis de le faire relativement rapidement. Là. Rapidement de voir le concret, rapidement de voir oui. la plus-value de s'engager ou qu'est-ce que je peux changer par mon engagement, par mon don. Exactement. Tu sais, d'être très concis parce que souvent, là, je suis encore dans la notion d'événementiel. On voit beaucoup d'événements avec des très longs discours, puis à un certain moment, on va perdre l'attention du public. Fait qu'il faut être très pertinent, percutant et rapide dans notre message. Après, on peut communiquer aussi après l'événement. Donc, c'est une bonne façon de le faire aussi. On récolte du data qu'on appelle. Ouais. Donc, on récolte le plus de data ou de coordonnées, d'adresses courriel, de numéros de cellulaire de tous nos participants. Puis après l'événement, on peut recommuniquer avec ces gens-là pour leur demander leur feedback sur l'événement, mais en même temps, voici les opportunités d'implication. Est-ce que vous aimeriez être bénévole? Donc, je pense que c'est une stratégie qui est intéressante aussi. Là. C'est d'entretenir la communication avec les participants à vos événements. Absolument. Par rapport à ça, je crois que les réseaux sociaux sont primordiaux aujourd'hui. Il faut être actif sur les réseaux sociaux. C'est là que les jeunes vont être, c'est là que les jeunes vont regarder. Donc, si on a des réseaux sociaux qui sont dynamiques, ça va donner envie aux jeunes d'interagir avec nous sur ces réseaux-là, puis par la suite de peut-être s'impliquer. Donc, c'est une autre alternative qui est intéressante. Je pense beaucoup aux infolettes. Souvent, mais aujourd'hui, les courriels, c'est un peu dépassé. On pense beaucoup plus à des campagnes de marketing par texto qui vont fonctionner beaucoup plus parce qu'au final, on envoie un courriel. Je ne connais pas les statistiques, mais il y a peut-être 20 25 des gens qui vont l'ouvrir, je ne sais pas. Quand on envoie des textos, il y a 97 des textos qu'on envoie qui sont ouverts en 3 minutes. Fait que donc, je pense choisir les bons outils de communication aussi tant qu'à communiquer. Là. Absolument. Intéressant. Ouais.
On parle beaucoup qu'on veut du renouveau, par exemple, dans les organisations, auprès des conseils d'administration. Comment on fait pour attirer la jeune génération à contribuer au sein des conseils d'administration? Bien, je crois qu'il faut être capable d'aller recruter les bonnes personnes. Donc, il faut cibler les compétences qu'on veut aller chercher. Par exemple, tu sais, je pense que tout bon conseil d'administration se doit d'avoir une matrice de compétences avec justement, là, c'est quoi les profils qui sont nécessaires au sein de la table là, pour être complémentaires. Une fois qu'on les a ciblés, bien, après ça, d'approcher ces gens-là puis de leur faire comprendre que leur impact va être significatif, qu'ils vont faire une différence sur l'organisme, sur la cause qui est choisie, et aussi qu'ils vont pouvoir bénéficier d'un partage d'expérience. Puis j'aime beaucoup l'idée de mettre des seniors avec des jeunes autour de la même table parce que les jeunes vont amener un vent de fraîcheur, des nouvelles idées, alors que les seniors vont pouvoir partager de l'expérience, des compétences. Donc, je pense que c'est de partager là, ces bienfaits-là pour tout le monde, finalement. Là, ça peut aider les jeunes. C'est de trouver un équilibre, puis tout le monde s'inspire et pour faire grandir l'organisation, dans le fond. Oui, c'est vraiment important. Puis, nous, on le fait beaucoup. C'est sûr qu'on a beaucoup de jeunes autour de la table. On est allé chercher des personnes un petit peu plus seniors, qui sont encore jeunes, mais qui sont un peu plus seniors que les autres. Et en fait, ça aide beaucoup. Là, ce qu'on a créé aussi, c'est un cercle des gouverneurs. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que là, premièrement, on fait des événements, on attire des gens. Après ça, on leur donne, on les inspire, on leur donne envie de s'impliquer, on leur fait comprendre que ça a un réel impact. Une fois que ces gens-là sont impliqués, qu'ils sont embarqués sur le CA ou sur un comité, ce qui est important, c'est la rétention. Hein, parce que souvent, c'est facile d'aller chercher les gens, mais une fois qu'ils sont là, bien, est-ce qu'ils vont rester motivés ou est-ce qu'ils vont partir après 1 an ou 2? Ce qui va faire la différence, c'est l'expérience. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des sessions de mentorat, de formation, de coaching pour les membres de notre conseil d'administration, pour les membres de nos comités avec nos gouverneurs. Donc là, c'est nos gouverneurs qui sont des grands philanthropes, des personnes avec une énorme expérience, qui ont envie de contribuer, de partager avec les jeunes leaders. Ils vont pouvoir transmettre ces connaissances-là, puis ça apporte énormément de valeur pour nos membres, pour notre CA, pour notre organisation, parce qu'après ça, ces compétences-là bien, sont mises à profit pour l'organisme, mais ça aide aussi les jeunes dans leur carrière professionnelle respective, dans leur vie personnelle respective. Fait que c'est de créer des synergies, puis de toujours être en train de réfléchir comment est-ce qu'on peut créer une relation gagnant, 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 tu sais, gagnant pour l'organisme, gagnant pour la fondation qu'on soutient, pour la cause, gagnant pour les membres qui s'impliquent. Parce qu'au final, il ne faut pas donner. L'objectif, ce n'est pas de se mettre dans un mindset de donner pour recevoir. C'est pas du tout ça. C'est plutôt comment entretenir une relation qui va être pérenne dans le temps, finalement. Parce que tout le monde a besoin toutes les fondations, toutes les causes ont besoin d'argent, de support, de temps, de ressources. Donc, je crois qu'il faut être créatif là-dedans. Là. Quand on parle de façon de faire de la rétention, par exemple, au sein des conseils d'administration, c'est un très, très bon modèle là, que vous nous présentez. Puis c'est très inspirant aussi. Je voudrais aussi vous parler d'un autre angle qui touche la relève en philanthropie, c'est la relève professionnelle. Comme les autres secteurs, évidemment, on fait face, le secteur de la philanthropie là, fait face aux grands défis de la main-d'œuvre, au manque de main-d'œuvre et aussi au manque de relève, parce que souvent, des petites organisations, l'importance de passer le flambeau devient primordiale aussi pour pouvoir garder les valeurs, garder la mission de l'organisation. Comment un organisme peut attirer la nouvelle génération au niveau professionnel, de venir travailler dans le réseau de la philanthropie, dans le secteur de la philanthropie? Bien, c'est une excellente question, puis je crois que c'est une question qui mérite de très longues réflexions et je n'ai pas la réponse absolue, encore une fois. Cela dit, je pense qu'une belle alternative, bien, en fait, avant d'arriver aux alternatives, je pense qu'il faut voir la réalité en face, premièrement. La réalité, c'est que si on regarde les données démographiques, la pénurie de main-d'œuvre, ça ne va pas s'améliorer dans les prochaines années. Au contraire. Après ça, il faut regarder aussi que les organismes communautaires ont des budgets qui sont très limités et c'est extrêmement difficile de compétitionner contre les entreprises privées quand vient le temps de recruter les meilleurs talents hautement qualifiés. Donc, il faut comprendre ces notions-là parce que ça fait partie de notre réalité. Après ça, une alternative, je crois, c'est de maximiser nos structures bénévoles.
Donc, je parle encore une fois du conseil d'administration, mais je parle aussi des comités qui vont pouvoir venir se greffer. Puis dans certains cas, des comités peuvent même prendre en charge une fonction organisationnelle complète. Fait qu'il faut être créatif dans nos structures organisationnelles puis maximiser les structures bénévoles parce que c'est pas parce que quelqu'un qui est hautement qualifié, qui travaille dans une entreprise privée à temps plein, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas quand même venir nous aider bénévolement à faire avancer notre organisme. Je pense que j'en suis un bon exemple. Moi, je travaille dans le privé, j'ai mon entreprise Relève en Force, j'ai beaucoup de projets. Cela dit, ça ne m'empêche pas de quand même être président du CA des jeunes philanthropes, de mettre plusieurs heures à toutes les semaines pour faire avancer cet organisme-là. Je suis capable de le faire. Donc, d'avoir des structures de bénévolat qui sont complémentaires. Je crois aussi qu'il faut approcher les entreprises privées parce qu'ils ont un rôle à jouer. Puis souvent, on leur sollicite de l'argent, il faut continuer à le faire, mais pourquoi ne pas solliciter les entreprises privées pour faire des dons en ressources, par exemple? Tu sais, que les membres de leurs équipes puissent faire une journée de bénévolat par mois ou par semaine ou par année, peu importe. Même de l'expertise aussi, certaines connaissances qui se développent dans les entreprises pourraient servir évidemment dans des organisations philanthropiques aussi. Là. Exactement. Tu sais, faire un partage d'expertise, d'expérience, je crois qu'on peut être surpris à quel point il y a des entreprises qui seraient très favorables à cette idée-là parce que ça crée un esprit d'équipe, de la mobilisation, etc. Là. Ouais. Lorsqu'on accueille dans une organisation un jeune, une relève, comment on a réussi à l'attirer, mais comment on lui fait une place comme organisation? Comment on peut réussir à trouver l'équilibre? Tantôt, vous parliez de l'équilibre entre l'expérience puis la jeunesse. Comment, au sein d'une organisation, on peut faire une bonne place à la relève? Bien, je crois que c'est de laisser de la place à l'initiative, à la liberté d'action. C'est que les gens puissent justement... en fait, premièrement, c'est une question de rôle et responsabilité. Donc, c'est la personne qu'on vient d'engager. Là. C'est quoi son chapeau? C'est quoi son rôle, ses responsabilités? C'est de définir clairement le rôle que cette personne-là a joué. Puis après ça, de la laisser un peu, de la laisser aller. Tu sais, dans le sens, voici ton carré de sable, là, propose-nous un projet. Puis une fois que le projet est proposé, parfait, on approuve ton projet, on te fait confiance, vas-y. Puis ce sera peut-être pas parfait, là, mais au moins la personne va pouvoir expérimenter un projet, va pouvoir faire des erreurs, va pouvoir apprendre de ses erreurs, s'améliorer, va pouvoir bénéficier aussi des conseils des personnes qui l'ont fait avant. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On parlait de pénurie de main-d'œuvre, puis il y a un point que je veux absolument aborder avant qu'on passe au prochain point. C'est, selon moi, toutes les organisations actuellement, que ce soit communautaires, privées ou publiques, peuvent bénéficier de l'une des plus grandes opportunités de notre époque, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, là, le monde change, le monde évolue, puis l'accélération technologique qu'on connaît ne fait que commencer. Et il y a une énorme quantité des tâches qu'on va faire en entreprise ou en organisation ou dans un milieu communautaire qui peuvent déjà être entièrement automatisées à très faible coût. Et c'est beaucoup plus simple qu'on pense. Donc, je crois que toute organisation responsable devrait déjà être en train d'apprendre, de s'informer, de se documenter sur l'intelligence artificielle. Quels sont les outils disponibles actuellement qu'on peut utiliser pour faire de la création de contenu, pour automatiser des tâches, pour gérer des calendriers de médias sociaux, pour faire du service à la clientèle, pour faire de la sollicitation. Il y a un paquet d'outils qui sont déjà disponibles, puis ça coûte presque rien. Puis au final, je sais qu'il y a beaucoup d'organismes qui pourraient me répondre qu'ils n'ont pas nécessairement le temps et les ressources disponibles pour apprendre et mettre en place de l'intelligence artificielle. Moi, j'aurais envie de leur répondre qu'ils n'ont pas le temps et les ressources disponibles pour ne pas apprendre et mettre en place l'intelligence artificielle actuellement. Vous savez, on entend souvent le bout relationnel, les humains pour les humains et tout ça. Donc, c'est sûr que l'approche de l'intelligence artificielle peut amener quand même certaines craintes et peurs. Comment vous répondez aux gens qui ont certaines craintes à ce niveau-là? Parce qu'il reste que souvent, c'est une relation, par exemple, une relation avec le donateur, une relation avec l'humain à qui on vient en aide et tout ça. Donc, comment vous voyez la place de l'intelligence artificielle? En fait, c'est un excellent point. Et la valeur ajoutée de l'être humain, c'est les relations. Donc, tout ce qui n'est pas entretenir une relation devrait être automatisé pour laisser plus de temps aux humains pour entretenir des relations. Fait que j'ai rédigé un courriel
créer du contenu, rédiger un article, faire un travail de recherche, c'est des choses qui peuvent être entièrement automatisées par l'intelligence artificielle pour permettre aux humains d'avoir plus de temps pour avoir des discussions d'humain à humain. Si on enlevait là, tout ce qui est autre que discussion d'humain à humain, puis qu'on pouvait se concentrer uniquement sur bâtir des relations, je crois qu'on serait beaucoup, beaucoup plus efficace. Intéressant. Tantôt, tu nous glissais un mot sur l'expérience philanthropique. Est-ce que tu aurais des exemples qui touchent particulièrement les jeunes? Oui, absolument. Je crois que le meilleur exemple qui me vient en tête, c'est ce que les jeunes musiciens du monde ont très bien compris avec le défi Kayak Dégagné. Donc, eux, ce qu'ils ont réussi à monter, là, c'est un défi sportif en kayak de Montréal jusqu'à Québec. Donc, c'est 4 jours de kayak. Moi, j'ai participé l'année dernière à ce défi-là, puis c'est transformateur. C'est beaucoup plus qu'une donation parce que chaque kayakiste est responsable, oui, de récolter des fonds tout au long de l'année, mais après ça, d'embarquer dans le kayak puis de ramer jusqu'à Québec pendant 4 jours. On dort dans des tentes ou dans des hôtels. C'est vraiment intéressant parce que ça crée justement un effet mobilisateur, un effet de dépassement de soi. Tu sais, c'est au top là, des besoins fondamentaux d'un humain, le dépassement de soi est en haut et ça donne vraiment envie d'avoir un impact. Et au-delà de ça, je crois que les entreprises embarquent là-dedans aussi. Il y a beaucoup de partenaires, il y a beaucoup d'entreprises qui participent dans le cadre de leur travail. Ils vont faire du kayak, puis ça crée un effet de team building en même temps. Et ils ont réussi à récolter là, plus de 1,5 million de dollars net cette année seulement. Donc, c'est assez extraordinaire. Là. Donc, contribuer tout en grandissant puis en apprenant d'une expérience extraordinaire. C'est d'être créatif, je crois, la clé. Créatif, faire confiance à la relève. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? Je crois que c'est un bon début. L'intelligence artificielle aussi. Donc, sur ces propos, M. Plamondon, je vous remercie pour vos propos. Je suis absolument convaincue que vous allez venir en aide ou répondre à certaines questions des organisations pour la question de la relève en philanthropie. Un grand merci. Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Merci et nous, on se revoit pour un autre épisode de En Mouvement.